Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. La première greffe du visage est une réussite. Un an après l'opération, plusieurs photos d'Isabelle Dinoir ont été communiquées. La jeune femme affirme avoir retrouvé une mobilité presque complète du visage. La visite du pape en Turquie a commencé sous le signe de l'apaisement. Benoît XVI a rencontré le Premier ministre et le grand moufti. Il se prononce pour un dialogue authentique entre chrétiens et musulmans. Un pas de plus vers l'égalité homme-femme en politique. Le Conseil des ministres a adopté une loi qui instaure la parité dans l'exécutif des grandes communes et des régions. Les partis politiques qui traînent des pieds seront plus sévèrement sanctionnés. Le retour des gratte-ciel, un immeuble monumental haut comme la Tour Eiffel sera construit à La Défense, aux portes de Paris, budget 800 millions d'euros. Controverse autour de la note de vie scolaire réintroduite cette année. Alors que les conseils de classe ont commencé, des associations de parents d'élèves regrettent une appréciation arbitraire et confuse. Enfin, Météo France a fait ses comptes. L'automne 2006 aura été le plus chaud depuis 1950 avec des températures supérieures de près de 3 degrés à la moyenne sur les 3 derniers mois. Vous vous souvenez sans doute de son nom, Isabelle Dinoir. Il y a un an, elle devenait la première greffée du visage. Eh bien aujourd'hui, à l'occasion de cet anniversaire, les médecins ont fait un nouveau bilan. Il est positif, la jeune femme se porte bien, très bien même. Les cicatrices se sont estompées, elle a retrouvé sa sensibilité. Dans une interview donnée à un journal britannique, elle parle même de miracle. Agnès Monteux, Rémi Poissonnier. Une vie normale, ou presque. Aujourd'hui, Isabelle Dinoir peut se promener dans la rue sans être regardée. Son visage est souriant, ses cicatrices quasiment invisibles, la métamorphose est spectaculaire. La voilà il y a 1 an et demi, avant d'être défigurée, mordue par son chien. 6 mois plus tard, elle est la première au monde à recevoir le bas du visage de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la réussite est impressionnante. Opérée à l'hôpital d'Amiens, elle avait reçu le nez, la bouche et le menton d'un donneur. Elle confie aujourd'hui au journal anglais Le Sun sa réaction après l'opération. Au début, je n'osais pas me regarder. Je pensais que ce serait horrible et tuméfié, mais cela était merveilleux, je ne pouvais pas le croire. 3 mois après l'opération, Isabelle Dinoir tiendra son unique conférence de presse. Maintenant, je fais ouvrir la bouche et manger. Elle le confesse aujourd'hui, le travail de rééducation a été intensif. Les premiers temps, je ne pouvais pas former certains mots avec mes lèvres. Maintenant, on me comprend partout où je vais. Elle a fait en termes de motricité des progrès absolument considérables. Ce qui fait que aujourd'hui, quand elle est contente et qu'elle sourit, c'est un vrai sourire qu'on voit sur son visage. Et quand elle est mécontente, à l'opposé, eh bien c'est effectivement une moue que l'on arrive à lire sur son visage, sur la partie transplantée de son visage. Mais rien n'a été simple. La greffe a failli être rejetée à 2 reprises. Isabelle Dinoir est encore suivie toutes les semaines à l'hôpital d'Amiens. Oui. Quand on aura une stabilité dans les taux, les bilans, ses reins, son foie, etc., et puis qu'elle est quand même protégée, bah c'est bon, on va pas, on la verra 1 fois par mois, 1 fois tous les 3 mois, ou voilà. Pour échapper à sa nouvelle notoriété, Isabelle Dinoir a adressé cette photo à la presse. La photo d'une femme comme les autres, qui espère bientôt reprendre son travail de secrétaire. On redoutait un climat tendu, on craignait des incidents. La visite du pape en Turquie a finalement commencé ce matin dans une ambiance d'apaisement. Une volonté de dialogue s'est manifestée de part et d'autre. Benoît XVI aurait même affirmé son soutien à l'adhésion d'Ankara à l'Union européenne. Sur place, Gérard Grisbeck, Karine Guillaume. Comme si le Vatican voulait nous montrer l'image d'un pape plus humain, plus sympathique, pas seulement enfermé dans sa fonction. Au moment même où Benoît XVI entamait sa première visite en terre d'islam. À l'aéroport d'Ankara, surprise, le leader du parti musulman modéré, aujourd'hui Premier ministre, l'accueille. Ce n'était pas prévu. Benoît XVI semble tendu. Il sait que ce voyage est un moment délicat, après la colère provoquée par son discours il y a 2 mois sur les liens entre la violence et l'islam. La rencontre entre Recep Erdogan et le pape a été décidée il y a à peine quelques jours pour montrer que la tension est tombée, que l'heure est au dialogue et à la sérénité. Mais à la sortie, 2e surprise. Le Premier ministre turc annonce que le pape soutient l'adhésion de son pays à l'Union européenne. Le porte-parole du Vatican ne dément pas. Ses propos visent encore à apaiser la tension. Pourtant,
Dans son premier discours, le pape s'est montré particulièrement ferme dans la défense des quelques dizaines de milliers de chrétiens, catholiques et orthodoxes dans un pays musulman à 99%. La constitution turque reconnaît le droit de chaque citoyen à la liberté religieuse et à la liberté de conscience. Il faut en tenir compte. La seule rencontre prévue avec un dignitaire musulman a pris la forme d'un dialogue à bâton rompu sur la foi et la raison, comme si les deux hommes étaient seuls dans leur salon. À l'issue de cette première journée de voyage en Turquie, Benoît XVI a choisi de ne pas revenir sur le fameux discours de Ratisbonne qui a provoqué une grande crise avec le monde musulman. En revanche, il a appelé la Turquie à respecter la liberté religieuse. Jacques Chirac, lui, est arrivé à Riga, capitale de la Lettonie, pour le sommet de l'OTAN. Principal sujet de discussion, l'Afghanistan, où l'Alliance Atlantique a pris le relais des Américains pour la sécurité. Jacques Chirac qui fêtera là-bas ses 74 ans demain. À cette occasion, le président russe Vladimir Poutine a d'ailleurs proposé de faire le déplacement pour venir dîner avec lui. Et puis il a également été question de l'Irak. George Bush, également présent, a indiqué qu'il n'y aurait pas de retrait avant que la mission ne soit achevée. Ce sont ses termes. En France, la place des femmes progresse régulièrement dans la sphère politique, mais on est encore loin du compte. Le Conseil des ministres a adopté aujourd'hui une nouvelle loi plus contraignante pour favoriser la parité. Ahmed Tazir, Alain Dubas. 1800 mairesses de France qui posent pour une photo de famille, c'était il y a un an, devant le Sénat. Une belle image qui masque une moins belle réalité. Seuls 10% des maires sont des femmes, une seule présidente de région sur 21. Pour pallier à ce constat, un projet de loi vient renforcer la parité dans les collectivités locales. Le projet exige autant de femmes que d'hommes dans les conseils régionaux et municipaux pour les villes de plus de 3500 habitants. Nous allons essayer de préserver la parité pour les hommes. Ce matin, il y a celles qui ironisent, il y a celles pour qui le texte constitue une avancée. Il y a un petit progrès et j'ose espérer que pour les prochaines législatives, la loi aidant, les pénalités aidant, on puisse avancer un petit peu plus vite. À l'Assemblée nationale, les femmes ne sont que 12%. Au Sénat, 17%. Soit 13,9% de femmes parlementaires. Notre pays est lanterne rouge en Europe, au 21e rang devant l'Italie, mais très loin derrière la Suède, l'Allemagne ou l'Espagne. Pour que la politique ne reste pas une affaire d'hommes, le projet augmente les amendes si la parité n'est pas respectée. Mais les législatives de 2007 ne sont pas concernées. Les grands partis préfèrent payer des pénalités que se féminiser. Les amendes sont considérables, 4 200 000 € pour l'UMP en 2006, 1 600 000 pour le PS. Le texte sera-t-il efficace? Bien, mais peut mieux faire, dit-on dans l'opposition. Je pense au Conseil constitutionnel, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Conseil supérieur de la magistrature. Dans tout ce type d'organisme, on devrait avoir la parité. En attendant, et pour la première fois, c'est une femme qui pourrait accéder à la magistrature suprême. Une candidature qui pourrait susciter des vocations. Le retour des gratte-ciel autour de Paris. Un projet monumental vient d'être lancé dans le quartier de la Défense. Une tour de bureau de 300 mètres de haut qui va donc rivaliser avec la Tour Eiffel. L'architecture est audacieuse. Le bâtiment est également présenté comme écologique. Bruno Timsit, Stéphane Guillemot. Depuis le haut de l'Arc de Triomphe, dans l'axe, l'Arche de la Défense. Dans 5 ans, juste à sa droite, une tour d'un genre nouveau viendra se glisser. Une tour sortie de l'imagination de Tom Main, un architecte californien. Une tour écolo avec des éoliennes pour produire de l'électricité et une paroi un peu spéciale comme un voilage d'intérieur. De l'intérieur, on verra parfaitement l'extérieur, mais en contrepartie, ça va permettre de limiter l'impact du rayonnement solaire et donc de provoquer des économies d'énergie tout à fait considérables parce que c'est le réchauffement de la tour qui est le premier poste de consommation énergétique aujourd'hui. À 24 mètres près, la tour sera presque aussi haute que la Tour Eiffel. 130 000 mètres carrés de bureaux, un point culminant plus haut que les tours actuelles de la Défense. Et ce n'est pas fini, le projet La Défense 2015 va les faire pousser comme des champignons. Parce qu'on manque de terrain, parce que le foncier devient de plus en plus difficile, cher, parce que le développement durable l'impose, on va très vite se rendre compte que la grande construction de demain, c'est la tour.
Nous sommes à Manhattan, donc en plus petit, mais c'est un peu ça l'idée quand même. Mais contrairement à New York, les gratte-ciel à Paris devraient rester à la périphérie. Le maire de la capitale s'oppose à la construction de nouvelles tours. Toujours plus haut, toujours plus grand, la France s'inscrit ainsi dans une tendance mondiale. Daniel Wolfram, Stéphane Guillemot. Voici jusqu'à présent la plus haute tour du monde, 508 mètres. Elle est à Taïwan. Une bourse, des centres commerciaux, des milliers de bureaux, le tout inauguré il y a 3 ans déjà. Mais on ne va pas en rester là. À Dubaï, un émirat richissime, grand comme un département français, doit s'élever une tour de 705 mètres de haut, 250 étages, et l'on parle maintenant de bâtiments hauts de 1000 mètres, 1 kilomètre, d'ici une vingtaine d'années. Cette course effrénée à la hauteur est une folie pour beaucoup, mais pour d'autres, urbanistes, architectes ou ingénieurs, c'est au contraire une solution d'avenir pour les grandes villes. Les tours sont remarquablement efficaces du point de vue de l'organisation urbaine et je dirais aussi de la dépense énergétique. Pourquoi ? Parce que ça permet de densifier l'espace urbain, donc d'avoir plus de gens qui travaillent ou qui habitent, je dirais, plus près du centre-ville et donc de réduire notamment les dépenses de transport. Les tours peuvent prendre toutes les formes. Les matériaux modernes s'y prêtent, comme ici à Shanghai. Elles restent un élément majeur de prestige pour une ville, au point qu'à New York, 3 gratte-ciel, pas moins, remplaceront les tours jumelles du World Trade Center, comme si la ville moderne avait horreur du vide. L'ouverture à Paris d'une vaste escroquerie aux prestations sociales. Assédic, assurance maladie, près de 2 millions d'euros au total. Le système reposait sur de faux accidents du travail avec de faux employés d'une fausse entreprise. Mais les bénéficiaires touchaient de vraies allocations. Sophie Rodier, Philippe Jasselin. La plupart pensaient échapper au tribunal. Ils sont 53 à comparaître aujourd'hui pour avoir escroqué les Assédic ou la sécurité sociale. Le principe était très simple. Une dizaine de sociétés fictives émettent des fiches de paie à de faux employés. Après quelques mois d'existence, la société se met en liquidation, les faux salariés deviennent de vrais chômeurs qui touchent une indemnité. Même principe avec la sécurité sociale. Le faux salarié déclare un faux accident de travail et se fait verser de vraies prestations. Un système rodé. 1 800 000 € auraient été soutirés aux organismes sociaux. C'est l'industrie de l'escroquerie au préjudice des organismes sociaux. Il y a une industrie qui est mise en œuvre, on vend des kits prêts à l'emploi. Les kits étaient revendus dans des bars ou des cafés parisiens à des personnes en situation précaire. Les bénéficiaires reversaient une partie de l'argent détourné à l'organisateur présumé de l'escroquerie. Jackie Giordano, un ancien auteur-compositeur à succès, âgé de 61 ans. Il reconnaît les faits, mais il affirme qu'il n'était en rien le cerveau de l'arnaque. C'est le seul aujourd'hui, évidemment, qu'on retrouve, mais l'instruction n'a pas permis du tout de trouver ceux qui sont les commanditaires et qui sont totalement à la tête de ce réseau. On est loin d'en être le principal protagoniste. La justice enquête en ce moment sur plusieurs dizaines d'affaires du même type. L'Unédic a chiffré le montant total de ces fraudes à 80 millions d'euros. La présidentielle en bref, Ségolène Royal, qu'on apercevait tout à l'heure, a annoncé aujourd'hui la constitution de son équipe de campagne. Elle sera réduite à 15 personnes et sera dirigée par Jean-Louis Bianco, ex-secrétaire général de l'Élysée, et François Rebsamen, numéro 2 du Parti Socialiste. Et à 5 mois de l'élection, on poursuit notre série de reportages, comme chaque mardi, sur les grandes évolutions de la société française. Ce soir, nous évoquons ceux qu'on appelle les nouveaux seniors. Les retraités ne sont plus ce qu'ils étaient. À 60 ou 65 ans, beaucoup entament une nouvelle vie tout aussi active, parfois plus. Regardez ce chiffre à titre d'exemple. 55% des 60-69 ans sont engagés dans une association. C'est beaucoup plus que la moyenne nationale. Un portrait de France signé Daniel Wolfram, José Boulestex. Ils sont actifs, la soixantaine bien portante, et contrairement à leurs parents, ils ne se sentent pas du tout vieillir, loin de là. À partir du moment où on prend la retraite, disons qu'on continue sur ce dynamisme, sur les activités indispensables à un équilibre de vie, le sport, les sorties, la vie associative, etc. J'ai une vie active et j'entends bien avoir une retraite active, ça c'est aucun doute. Au point de vue sportif d'une part et au point de vue retraite active, je pense que nous sommes quand même les premiers à accumuler
ces deux activités, je pense. Paris, siège d'Agir. Agir comme association générale des intervenants retraités. Alors moi je monte des missions de formation, de transfert de connaissances, de transfert de savoir-faire au Cameroun, puisque c'est la zone géographique qui m'a été confiée. Certains ont des compétences techniques encore intactes, d'autres aident à monter financièrement des projets. Pour tous, en bons professionnels, le temps est compté. Vous êtes d'accord, on pourrait démarrer les travaux à la fin du mois de janvier ou au tout début du mois de février. Le fait que ce soit des retraités, ça veut dire qu'ils sont disponibles pour travailler et puis surtout pour apporter l'expérience qu'ils ont vécue pendant une trentaine, voire une quarantaine d'années. Mais la majorité des 4000 bénévoles de l'association intervient en France. Le domaine de ces deux anciens profs, l'informatique. On n'a pas perdu notre savoir-faire et ce savoir-faire, c'est bien de le mettre à la disposition de d'autres. C'est pour ça qu'on a rejoint Agir. Une forme de tutorat, donc de solidarité nouvelle au sein d'une même génération. Joindre des fichiers, c'est là. Alors tu cliques deux fois sur voilà, deux fois. Deux fois. Non, je suis sûre que non. Tac, tac. Voilà. Ce qui leur plaît, enfin je crois que ça soit des retraités qui s'adressent à des retraités, c'est quelque chose qui enlève un petit peu les barrières qu'il peut y avoir. Mes petits-enfants vont très très vite, mais pas assez vite, trop vite pour moi. Alors là maintenant, avec Michel, ça va beaucoup mieux. Allez-y, tapez-la complètement. Voilà, hâte. J'ai travaillé en tant que métallo, puis après je suis rentré dans l'enseignement technique et j'ai acquis des compétences intéressantes, et notamment en dernier ressort des compétences dans le domaine de l'informatique. Et puis bon, maintenant je prends plaisir à les restituer à des gens qui en ont besoin. Mais sous l'apparente sérénité du retraité affairé, utile à la société, perce brusquement une inquiétude. Moi, je voudrais vous dire qu'il y a un sujet qui devrait être abordé quand même ici, c'est le vieillissement de la population. C'est quelque chose qui nous préoccupe à tous, on n'ose pas l'avouer, je pense. Certains d'entre nous ont des parents qui ont 95, 98. Pour l'instant, nous, on est des personnes actives, c'est merveilleux, mais dans 20 ans, je ne sais pas comment je serai, et qu'est-ce que je ferai, et quelles sont les structures qui pourront m'accueillir. Il y a tous les problèmes de dépendance, etc., qui, je crois, à l'heure actuelle, n'est pas encore vraiment bien pris en compte dans notre société. Ils ont bénéficié des années de croissance. Mais sont-ils certains pour autant que leurs enfants pourront vivre comme eux? Nous sommes plutôt une génération charnière entre des gens qui ont beaucoup travaillé et puis peut-être des gens qui auront plus de mal à le faire, plus de mal à avoir une retraite calme et qui pourront profiter de la vie. Financement des retraites, dépenses de santé, un casse-tête bien angoissant quand tous les scénarios indiquent que les plus de 65 ans seront près de 19 millions en 2050, 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Des nouvelles de ce procès dont on parlait hier, celui d'un mineur de 12 ans poursuivi à Avignon pour 55 délits. Il a été condamné à des sanctions éducatives. Il est de toute façon trop jeune pour être incarcéré. Le garçon restera dans un centre éducatif renforcé. Il devra suivre un stage de formation civique. Le retour de la note de conduite au collège ne fait pas que des heureux. Elle a changé de nom. Aujourd'hui, on l'appelle note de vie scolaire. Et alors que les conseils de classe ont commencé pour ce premier trimestre, des associations de parents d'élèves expriment leurs réserves. Pour elles, cette note présente un risque d'arbitraire et de confusion. Nabila Tabouri, Julien Voy. Bonjour, vous allez dans la cour les élèves. Allez. Arriver à l'heure au collège, bien se comporter en cours de récréation, respecter l'adulte, ou encore participer aux activités de l'établissement, observer toutes ces règles, et c'est un 20 sur 20 assuré. La note de vie scolaire, c'est la nouveauté de la rentrée 2006. Elle ne concerne que les collèges. Il n'existe d'ailleurs aucun barème national, à chaque établissement d'établir la règle du jeu. On se calme. Dans ce collège parisien plutôt tranquille, direction, enseignants et parents se sont mis d'accord sur une évaluation globale de l'élève durant tout le trimestre. 4 notes possibles, 20, 15, 10 ou 5. On ne met pas de zéro, ne voulant pas stigmatiser trop les élèves et en pensant que malgré tout, il y a toujours quelques points de comportement satisfaisants.
La note de vie scolaire sera attribuée lors des conseils de classe à la fin de chaque trimestre. Une nouveauté qui laisse plutôt circonspect les premiers concernés. C'est un peu malsain parce que ça permet de faire pression par rapport aux élèves. C'est pas très clair. Là, on ne sait même pas quelle note on a. On va devoir attendre la fin du trimestre. Alors que si en plein milieu du trimestre, on aurait su quelle note on a, on pourrait faire quelques modifications par rapport à notre comportement pour que cette note elle augmente. Côté parents d'élèves et syndicats d'enseignants, c'est la franche hostilité. Les critères sont extrêmement flous, très variables d'un collège à un autre, très variables d'une équipe pédagogique à une autre. Le ministre refuse tout barème national. Selon lui, on ne peut pas évaluer un élève de la même manière s'il est scolarisé dans un établissement tranquille ou un collège difficile. En bref, Nicolas Sarkozy annonce une nouvelle mesure contre les hooligans dans les stades. Prise à partie sur le sujet à l'Assemblée, il indique que les associations de supporters qui ne condamnent pas les mouvements racistes ou les actions violentes seront dissoutes. À l'étranger, les premières images du Tchad depuis la relance de l'offensive des rebelles appuyée par le Soudan. Rappelons que 1200 soldats français sont engagés sur place pour défendre le régime du président Idriss Déby. Les combats se poursuivraient dans l'Est où ont été tournées ces images. Mais le gouvernement affirme que toutes les zones urbaines sont sous contrôle. C'est dans ce contexte qu'on apprend que Dominique de Villepin maintient son déplacement dans le pays après-demain, jeudi. On parlait tout à l'heure d'égalité homme-femme. Il y a un mois, une association de défense des droits de l'homme américaine attirait l'attention sur une coutume d'un autre âge, toujours vivante, au Kirghizistan. Dans ce petit pays montagneux d'Asie centrale, coincé entre la Chine et le Kazakhstan, les jeunes femmes sont enlevées, kidnappées pour être mariées de force. Elles sont plusieurs centaines chaque année dans ce cas. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne Ponsinet, Xavier Luizet. À 19 ans, j'ai été enlevée par des inconnus. Et celui qui est devenu mon mari, je ne l'avais jamais vu avant. Dans le cabinet de Tourgan, c'est ce que raconte une femme sur deux. Au point que la gynécologue a créé une association pour lutter contre cette pratique des enlèvements de fiancés. Elle a même réalisé un clip vidéo. Une reconstitution du rituel. La jeune fille est enlevée par son futur mari. On la fait rentrer dans la maison. Elle est ensuite placée dans un coin. Et pendant des heures, derrière un rideau, les femmes de la famille essayent de la convaincre d'épouser cet homme inconnu, jusqu'à épuisement. Moi, je voulais partir, mais c'était impossible, parce qu'ils avaient mis le pain. Lorsque les femmes veulent s'en aller, on a cette tradition de mettre du pain sur le seuil, et la jeune fille ne peut plus le franchir, parce que chez nous, marcher sur le pain, c'est le pire des péchés. Et puis, il avait déjà essayé de voler 2 filles avant moi. Il m'a supplié. J'ai eu pitié de lui. Car dans cette affaire, les hommes aussi sont victimes de la tradition. Il faut qu'ils trouvent une femme. Et dans ces montagnes du Kirghizistan, lorsque l'homme est pauvre, incapable de payer une dot, le seul moyen de se marier, c'est de voler une femme. Je l'ai vue et tout de suite elle m'a plu. Alors, je l'ai prise. Et vous l'avez mis dans la voiture? Non, non, sur le cheval. Et je l'ai emmenée dans la montagne. Le rituel du vol de fiancés se pratique dans beaucoup de sociétés. Dans certains pays, c'est devenu une pure mise en scène entre fiancés consentants. Mais pas ici. Pour ces femmes, ça reste un traumatisme, un motif de regret pour toute leur vie. Dans le village, il n'y en a qu'une qui n'a pas été enlevée. Elle s'est mariée avec quelqu'un qu'elle connaissait. Pour nous, elle est comme une légende. Vous l'enviez, elle a eu de la chance? Oui, bien sûr. En plus, elle a eu un vrai mariage avec une robe et tout. Mais rien n'indique que les victimes parviendront à éviter le même sort à leur fille. Chinara était étudiante en ville quand Kuban l'a enlevée pour l'emmener dans la montagne. Vous voudriez que votre fille se fasse enlever aussi? Non, je ne voudrais pas. Et vous? Moi, je pense qu'on ne peut pas fuir les traditions. Selon Tourgan, la gynécologue, cette pratique a même tendance à augmenter. Depuis la chute de l'URSS, les relations filles-garçons se sont détériorées. Avant, il y avait des camps de loisirs, des organisations de jeunes, toutes sortes d'endroits où ils pouvaient se rencontrer, communiquer, se fréquenter pour après se marier. Tout ça n'existe plus.
Confirmation au cours de cette séance d'information avec des étudiants à qui elle montre son vidéoclip pour lutter contre l'ignorance. Une des raisons de ces vols, c'est que les garçons sont timides. Ils ne savent pas comment faire avec les filles, alors ils volent. L'enlèvement des femmes pour mariage forcé est pourtant illégal au Kyrgyzstan. Mais dans les faits, la tradition l'emporte sur la loi. Il est extrêmement rare que les victimes portent plainte. En bref, retour en France avec de nouveaux remous au journal Libération. Les salariés ont voté le dépôt d'un préavis de grève à partir de lundi. Ils souhaitent que la nouvelle direction menée par Laurent Geoffrin revoie à la baisse le plan social. Un plan qui prévoit la suppression de 76 postes, essentiellement des journalistes sur 276 au total. C'est une confirmation. Météo France a fait ses comptes. L'automne 2006 aura été le plus chaud depuis 1950, avec des températures supérieures de près de 3 degrés à la moyenne sur les 3 derniers mois. Dans les Pyrénées et même dans les Alpes, l'ouverture des pistes de ski devrait d'ailleurs être retardée. À Champs-Rousses, près de Grenoble, Denis Sébastien, Olivier Jacquelin. L'ouverture, c'est en principe dans un peu plus de 10 jours, mais pour l'instant, pas un flocon à l'horizon. Il fait un peu plus de 10 degrés à 1700 mètres d'altitude. Cette fin novembre le confirme, l'automne a été exceptionnellement doux en montagne. Moi, ça fait 38 ans que je suis dans la station et des années comme ça, on en a déjà connu. L'hiver arrive en quelques jours, on est prêt et on attend les clients. Voilà, il fait un petit refroidissement et on va pouvoir tourner. Mais bon, pour le moment, regardez, il y a des jolis pissenlits sur les pistes et c'est pas encore l'heure de pouvoir ouvrir les remontées mécaniques. On peut rouler? Eh ben vas-y, tu peux redémarrer. Alors on en profite pour vérifier le matériel et effectuer les derniers travaux sur les pistes. Les canons à neige sont en place depuis plusieurs semaines, mais faute de froid, ils n'ont pas encore tourné une seule journée. Si on prend par exemple l'hiver qui vient de s'écouler, enfin l'hiver dernier, on avait ouvert dès début décembre, donc avec une neige constante sur l'ensemble de la saison, donc tirer des enseignements, je crois qu'il est prématuré pour le faire. On y croit, ça fait 40 ans, donc il n'y a pas de raison qu'une année se passe sans. Hein. Et pourtant, tout le monde le reconnaît, l'enneigement est de plus en plus aléatoire en montagne. Les stations s'adaptent, pas d'investissement en dessous de 1500 mètres d'altitude et les pistes sont terrassées pour être ouvertes avec un minimum de neige. Aujourd'hui, il n'est pas du tout, j'allais dire, irréaliste de skier sur 15 ou 20 cm de neige parce que les pistes sont préparées alors qu'il y a 15 ou 20 ans, au même endroit, il fallait effectivement plus d'un mètre de chute pour pouvoir skier. En attendant cette année, la douceur fait l'affaire des professionnels du bâtiment. Ils pourront livrer leur programme immobilier dans les temps. Pour le reste, les stations se raccrochent à un espoir, qu'au moins la neige tombe pour les vacances de Noël. L'environnement avec le premier bateau qui fonctionne entièrement à l'énergie solaire. Il s'apprête à traverser l'Atlantique sans voile ni essence. Seuls les panneaux qui couvrent sa coque doivent le faire avancer. Florence Mavic, Christian Lehaut. Les Suisses ont le pied marin, c'est bien connu. Voici donc leur dernière trouvaille, ce catamaran 100% solaire. Sur son toit, des plaques photovoltaïques. Elles vont alimenter ces petits moteurs couplés à 2 hélices. L'électricité, fournie uniquement par le soleil, fera avancer le catamaran sans bruit ni rejet de CO2. Pas d'essence ni de voile pour cette traversée de l'Atlantique de Séville jusqu'à New York. Nos batteries ont une autonomie de 2 jours environ. Avec ça, nous ne pourrions jamais traverser l'Atlantique. Donc, nous devons absolument rechercher le soleil. Et dans leur conquête du soleil, les Suisses ne sont pas en panne d'imagination. Voici Planète Solar, un trimaran de 30 mètres, encore à l'état de projet. Lui aussi sera bardé de panneaux photovoltaïques. Sa mission, faire le tour du monde à bonne vitesse, démontrant ainsi qu'il existe pour les bateaux des alternatives au fioul. À la barre, Gérard Daboville. Il a traversé à la rame les océans. Cette fois, il faudra savoir composer avec le soleil. Là, il va falloir tenir compte aussi de l'ensoleillement et prévoir toute la navigation en fonction de cet ensoleillement. La nuit, évidemment, il n'y a pas de soleil, donc il faut dans la journée se propulser, mais mettre un petit peu de côté, et pour la nuit, et pour les jours de ciel voilé. À quai, le Sun 21 n'a rien d'impressionnant. Par sa traversée de l'Atlantique, il prouvera que l'énergie solaire propulse un navire aussi bien que du fioul et sans polluer. La recherche et les nouvelles technologies qui sont au cœur du salon Pollutech qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Lyon en présence de la ministre de l'écologie, Nelly Olin. Les professionnels y présentent leur dernière trouvaille. Exemple, une peinture fabriquée à base de coquilles d'huîtres par une entreprise bretonne. Elle vient d'être utilisée, cette peinture, sur les routes du Morbihan pour tracer les lignes blanches. Julia Delage. Cette ligne blanche est une petite révolution.
Elle est fabriquée à base de poudre d'huître. Comment? Le secret est jalousement gardé par une entreprise bretonne. Sachez tout de même que le calcaire des coquilles est récupéré puis mélangé à des huiles végétales, de la résine, pour former cette nouvelle peinture fabriquée sans aucun produit pétrolier. Il faut être créatif, il faut être imaginatif. Et ce produit est tellement beau, noble, que forcément les débouchés sont nombreux. Bonne nouvelle pour les marailleurs bretons, ce matériau permet le recyclage des huîtres invendables. Et les exploitants des routes bretonnes y trouvent aussi leur compte. Gros avantage par rapport à un produit nouveau, innovant, c'est que là on a un produit qui a des normes qualité environnementale et qui en même temps présente un coût similaire. Autre avantage, cette peinture résiste au passage d'1 million de véhicules. Mais le chemin du tout écolo est encore long. Selon certaines associations écologistes, ce matériau contiendrait encore au moins 10% de matières polluantes, comme le dioxyde de titane. C'est lui qui donne sa couleur blanche au marquage. Toujours à propos d'environnement, la disparition des dugons semble inexorable. Il s'agit d'un mammifère de la famille du lamentin qui vit dans certaines zones tropicales en eau peu profonde. Pollution, chasse, hélice de bateaux, ils ne sont plus que 40 000 en liberté. Agnès Monteux, Bernie Mériot. Il aurait inspiré la légende des sirènes dans l'esprit fatigué de certains marins. 900 kilos pour 3 mètres de long, loin des légendes d'Homère, d'autres préfèrent le qualifier de vache marine. Le dugon se nourrit en effet exclusivement d'herbiers sous-marins. Un placide mammifère qui vit peu profond, près de côtes de moins en moins sauvages pour son plus grand malheur. Ces littoraux sont soumis évidemment à des pressions humaines très importantes, soit que ont remblé ces zones littorales, ou alors elles sont noyées sous les sédiments ou sous la pollution par les eaux usées. Bizarre. 1955, l'animal est présenté pour la première fois au grand public. Depuis, sa population aurait chuté de 96%. Présent à l'origine dans de nombreuses mers chaudes du globe, il n'y en aurait quasiment plus que dans l'Océanie, essentiellement en Australie. Ailleurs, les quelques survivants sont souvent encore chassés pour leur chair onctueuse. Et nouveau danger, le réchauffement climatique tend à faire disparaître les herbiers dont eux, comme d'autres, se nourrissent. C'est une espèce emblématique qui est un excellent indicateur de l'état écologique du milieu dans lequel on se trouve. Si le dugong disparaît, c'est un signal d'alarme. Dans les îles du Vanuatu, les habitants ont pris l'habitude de jouer avec un dugong. Animal d'habitude craintif qui peut parfois déborder d'amour pour les hommes. La réciproque est loin d'être vraie. S'ils ne sont pas mieux protégés, les dugons pourraient avoir disparu d'ici 10 ans. Sport, déception pour l'équipe de France de volley-ball au championnat du monde. Après avoir mené 2-7-0, elle a été battue par la Bulgarie 3-2. Les chances pour les Français de se qualifier pour les demi-finales sont du coup très compromises. Les années passent, mais elle est toujours là. Françoise Hardy ne quitte plus le devant de la scène. Après une victoire de la musique l'an dernier, l'icône Yéyé reprend ses tubes en duo avec Jacques Dutronc, Alain Delon ou Julio Iglesias notamment. Olivier Lenuzza, Dominique Bonnet. Elle arrive la première, un peu en avance, zeste d'élégance. Alain est arrivé ou quoi? Alain Souchon suit Françoise Hardy de quelques minutes. Les deux amis se retrouvent en studio. Quand même loin. Ensemble, ils vont interpréter l'un des premiers succès d'une petite baby doll. 1970, Françoise Hardy interprète Soleil. Soleil reprise aujourd'hui à deux voix. Soleil, je t'aime, et pour toujours, tu es fidèle, mais l'amour n'est pas souvent comme toi. Alain Souchon rêvait de ce duo depuis plusieurs années, hein? Oui, certainement, puisque je m'en souviens à peine. Je perds la mémoire. C'est des airs particuliers qui s'insinuent en vous et qui restent des fois toute la vie, même souvent toute la vie, qui sont là. Et je trouve qu'il est comme ça, cet air-là. 12 duos Alain Souchon, mais également Henri Salvador, Bachung, Morane et Alain Delon. Les pays sont faits de morceaux qui ne se joignent plus, mademoiselle Brown. On court dans la rue pour sauver sa peau, mademoiselle Brown. C'est un morceau qui m'a toujours beaucoup
touchée. Et à partir du moment où c'était un texte parlé, j'ai pensé qu'il fallait le faire avec un acteur. J'ai tout de suite pensé à Alain Delon, simplement parce que le texte est très noir et douloureux et que je le perçois, lui, comme ça. Un duo majeur, elle et lui, Jacques Dutronc, accompagnés à la guitare par leur fils Thomas. L'amour, ce n'est pas comme le charbon, vous en épuisez jamais le filon. Et quand on chante l'amour, le beau Rulio n'est jamais bien loin. Je t'aime, que puis-je se referme, partir comme Et ça n'est pas Françoise Hardy, mais Florent Pagny qui a appuyé sur le bouton pour inaugurer les traditionnelles guirlandes lumineuses de Noël sur les Champs-Élysées. C'était tout à l'heure, 150 000 ampoules qui seront allumées tous les soirs à la tombée de la nuit jusqu'à la fin du mois de décembre. Dernière minute, on apprend que dans le dossier des hooligans, le préfet de police de Paris, Pierre Mutz, serre un peu plus la vis. L'accès à la tribune des supporters ultra du COP Boulogne du Paris Saint-Germain sera interdit pour le match contre Toulouse, dimanche prochain au Parc des Princes. Match qui est par ailleurs avancé à 15 h. Il était prévu à 17 h. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko. 20h50, la suite de la saga de l'hiver. Petit meurtre en famille. C'est la troisième partie d'après Agatha Christie. À demain.